لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا يا رسول الله صلى الله يا رسول الله صلى الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on continue cette lecture de la thèse du docteur Doudou Manedjouf sur Imam Cheikh Ibrahim Afal radiyallahu anhu. Et donc, alhamdulillah, on a presque fini en fait l'ouvrage. Hein. On va pouvoir passer à d'autres choses après, Inch'Allah Ta'ala. Mais comme on a dit, on est en train de présenter différentes dimensions de Imam Cheikh Ibrahim. Et on était sur sa dimension de diplomate. Comment il a réussi à désamorcer des conflits avec une manière de faire, de s'exprimer. Et on reste sur ce qui est présenté ici comme une crise ou comme un conflit entre les membres de la famille Mbaké à la suite de la disparition de Cheikh Khadim radiyallahu anhu. Il est le médiateur pour la réconciliation de la famille d'Ahmed Bamba. Donc, après la consolidation de l'autorité du Khalif général Mamadou Mustafa, c'est le mot de Mustafa, grâce à ses efforts et à ceux de l'administration coloniale favorable au nouveau Khalif, Cheikh Ibra offrit ses bons offices diplomatiques et profite de son prestige pour réconcilier les membres de la famille de Cheikh Khadim. Alors, c'est important de noter une chose ici. Les administrateurs coloniaux, ça c'est j'ai pu le lire, j'ai eu l'occasion de le lire, disaient il n'est plus possible de chercher à négocier ou de trouver une issue avec Seben Bamba. Cependant, on peut le faire avec son fils. Parce que dans leur esprit un petit peu manipulateur, tordu, d'une teintée de racisme et de paternalisme, ils avaient les sentiments que Serigne Modou Mustafa était manipulable, notamment parce qu'il était plus jeune. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais bref. Après le décès de Cheikh Ibra, le 3 juin 1930, son premier successeur et Khalif, Mohamed Mustafa Fall, continue son œuvre en apportant un soutien multiforme au Khalif général, notamment dans le cadre de la construction de la grande mosquée de Touba. En réalité, qu'on y réfléchit bien et qu'on discute, les oppositions sont plus diffuses. Wallahu a'lam, le livre de Cheikh Anta Babou traite de la question en profondeur, on va pas s'étaler dessus. Donc, les fondements du succès diplomatique de Cheikh Ibra. Les fondements de son succès diplomatique. Et là, on va voir ses qualités de diplomate. Le succès diplomatique de Cheikh Ibra dans ces différents conflits externes et internes à la confrérie mouride relève d'atouts non négligeables. Des relations privilégiées avec l'administration coloniale. Nous avons tout d'abord noté son ouverture d'esprit qui résulte de son riche itinéraire déjà évoqué et ses talents de médiateur efficaces reconnus par l'historiographie coloniale qui le qualifie de diplomate subtil, remarquablement intelligent. Donc ils comprennent bien qu'ils ont face à eux un interlocuteur privilégié, évidemment, mais ça reste un diplomate. Et tout le monde connaît en fait comment ça se passe en diplomatie. Même dans le cadre de conflits, le discours diplomatique prévaut. Et il arrive que des tensions s'expriment à travers des tournures de phrases qui, quelqu'un qui n'est pas habitué au discours diplomatique pourrait dire non, mais il parle bien là. Non, des fois, il y a des discours qui sont extrêmement durs.
En outre, nous avons l'installation stratégique de Cheikh Ibn Rafal dans la ville de Saint-Louis, capitale du Sénégal de l'époque, centre névralgique et stratégique du système colonial. Cette présence à Saint-Louis lui a permis d'entrer en contact très tôt avec l'administration centrale coloniale et la classe politique sénégalaise. Par le biais de ses contacts et de la qualité de ses relations humaines, il finit par jouir de l'estime et des faveurs de l'autorité coloniale qui avait une bonne image de sa personne, le considérant comme un homme respectueux de l'autorité avec une attitude irréprochable. Ces qualificatifs, qui sont les meilleures références pour un indigène sous le régime colonial, lui permettent d'entrer en contact avec les plus hautes autorités de l'administration coloniale, notamment le gouverneur général de Laos et le gouverneur du Sénégal, comme le confirment ces nombreuses correspondances. D'ailleurs, Marty nous affirme que Cheikh Ibn Rafal écrit dans une lettre datée de 1909 et adressée au commandant du cercle du Baol, le commissaire de police Cazeneuve, il entretient des rapports suivis avec les hauts personnages de Saint-Louis et ne va jamais dans cette ville sans se rendre chez eux, et il reste même des journées entières donc dans la ville. La nature des bonnes relations entre Cheikh Ibra et l'administration coloniale s'est aussi manifestée durant la Première Guerre mondiale. En effet, il contribue à hauteur de 150 disciples pour le contingent de volontaires mourides recruté le 9 mars 1912 à Diourbel. Parmi ces tirailleurs sénégalais mourides figurait le fils aîné de Cheikh Ibra, en l'occurrence Serine Faloufal, qui est mort au front en Grèce selon nos sources précitées. C'est Serine Bousra Samb qui dit cela, donc dans son entretien qu'on a fait avec lui, à savoir qu'on n'a pas rendu le corps. Le corps n'a pas été rendu. Le poète historien Moussaka fait référence à cet événement de haute portée historique qui met en évidence les multiples efforts et sacrifices consentis par la confrérie mouride pour démontrer ses bonnes dispositions politiques à l'égard de l'autorité coloniale. Alors ça, cette affirmation est très discutable, parce que si vous voulez, la position à ce sujet, elle est légèrement différente de ce qui est rapporté dans nos sources. Et donc, on rapporte notamment dans la biographie de Cheikh Ibra Fati, de Mamcharno Biraim, que lorsque les colons ont dit qu'ils voulaient des recrues dans la colonie du Sénégal, évidemment qu'ils ont demandé aux chefs religieux, Cheikh, à les refuser de manière catégorique. Et ce qui s'est passé, en tout cas c'est ce qu'on trouve dans la biographie de Mamcharno Biraim, il lui a dit, si on fait ça, si on refuse, on va se retrouver à être persécutés, pas seulement toi, mais nous tous. Et Cheikh avait comme point d'honneur de préserver la communauté. C'est-à-dire que dans le combat de Cheikh, il y a l'idée que on préserve les gens, que la population ne soit pas oppressée par les colons. Et donc, ce que va faire Mamcharno Biraim, il va dire, recrutons nous-mêmes des personnes qui vont partir. Et manifestement, l'idée est venue de faire partir les enfants, certains enfants de dignitaires mourides, et Cheikh Ibra va dire, tu n'envoies pas, j'envoie mon fils à la place du tien. Il y a fort à parier que, il y a très fort à parier d'ailleurs que ils aient falsifié des écrits pour justifier de l'engagement. C'est fort probable. Très très fort probable.
Pour ce qui est de Mamsharno Biraim, il y a un texte manuscrit qui paraît totalement aberrant. Comment il est écrit. Et celui qu'on attribue à Shir, il y a un petit peu le style de Shir dans une manière d'écrire, mais il est totalement impossible que Shir ait pu dire ce qui est écrit dedans, vu que dans d'autres écrits à lui, il dit exactement l'opposé. Comme le fait, par exemple, dans ce texte-là, il dirait que les chrétiens sont des gens justes. Or, Shir, par exemple, Ibn Salam, on va commenter, est radical sur leur caractère d'oppresseur. Ses relations stratégiques avec les hommes politiques sénégalais. Cheribra entretenait des relations stratégiques avec les hommes politiques de son époque et savait de manière intelligente exploiter leurs relations pour défendre ses intérêts et ceux de son guide spirituel en échange de son prestige, de son pouvoir politique et économique, comme l'atteste Paul Marty. Cheribra Fall comprit toute l'influence que donne l'argent, en particulier auprès de l'élite politique. Il dépensa sans regarder pour acheter les services de ceux qu'il estimait être les mieux placés pour défendre non seulement ses propres intérêts, mais surtout ceux de son maître auquel il était viscéralement attaché. À chaque élection, on ne manque pas de faire appel à son influence religieuse sur la politique. En échange, ces hauts personnages interviennent en ses faveurs auprès du gouverneur local. Et là, c'est intéressant. Dans une situation conflictuelle, ça revient à notre situation actuelle. Par exemple, nous, en France, on n'arrive toujours pas à comprendre ça. Là où en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, ils sont très en avance. La principale élément qui fait de nous des acteurs politiques importants dans la société, c'est pas le fait qu'on vote, c'est le fait qu'on soit influent économiquement. Tes votes, comment dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tu votes pour quelqu'un qui t'a fait une promesse, il va pas y tenir, tu fais quoi? Prochaine élection, tu vas faire partie et tu vas rester bloqué comme ça pendant, etc., etc. Il y en a qui tiennent leurs promesses. Mais si tu as un agent économique incontournable, mais vraiment incontournable, quoi qu'il advienne, ta parole sera prise en compte. Parce que tu es économiquement fort. Même Cheribara l'avait déjà compris, et ça a été mis en place très très rapidement dans le fonctionnement de la Mouridia, dans ses relations diplomatiques avec les autorités ici coloniales et par la suite les autorités politiques du Sénégal. Et jusqu'à présent, en fait, si Touba dit quelque chose, on écoute. Sachant qu'ils sont en plus de ça des médiateurs sociaux dont on a besoin. Des relations cordiales avec les autorités religieuses sénégalaises. Cheribara entretient des rapports humains courtois avec les autorités religieuses des autres confréries sénégalaises, comme le mentionnent les sources orales et l'historiographie coloniale. Ainsi, selon le témoignage de son contemporain et ancien directeur de cabinet Ibrahim Acham, Cheribara sollicitait les services religieux et rituels des Hajj Maliksi, propagateur de la confrérie tidiane au Sénégal et qui dirigeait à l'époque une dara, donc une école coranique au quartier Lodo, pour abattre des moutons dont la viande séchée et convoyée dans des fûts encastrés à Ahmed Ouamba déporté au Gabon. C'est intéressant, c'est-à-dire que lorsque Cher est déporté au Gabon, le Hajj Maliksi participe à lui envoyer des vivres là-bas. De même, il rend régulièrement des visites de courtoisie aux autorités religieuses de Saint-Louis, comme El Hajj Ahmadou Ndiaye Mabey et Doudou Sek dit Bouel Mogdad. Et ces relations sont, jusqu'à présent, elles sont cordiales entre les différentes autorités religieuses. C'est une tradition. Selon toujours le témoignage de son directeur de cabinet, il rend des visites de courtoisie au marabout Qadri, Cheikh Adramé de Ngumba Gawel, Ahmadou Sakhir de Mbaye, Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, même Cheikh Lo et Abdoulaye
Djegen de Thiès, à l'imam Oulaye, fondateur de la confrérie Layène, et aux dignitaires Lébou de Dakar. En fait, dans chaque localité qu'il fréquente, Cheikh Ibra entre en contact avec les autorités religieuses pour leur rendre des visites de courtoisie, pour leur offrir des dons pieux et pour raffermir les relations entre les différentes confréries musulmanes du Sénégal à titre d'émissaire de Cheikh Ahmed Bamba, qui est retenu en otage auprès d'eux. Et ça, ce qui est fort, c'est que ça rappelle aussi que dans la tradition mouride, fait partie des shurut de, du Wurd Makhouz, le fait de tenir et de rechercher la compagnie des awliya, des ulama, de Ahlul Khassas, des gens de l'élite. Cette bonne entente cordiale et fraternelle entre Cheikh Ibra et les différentes autorités religieuses du Sénégal est attestée par les archives coloniales qui nous informent qu'il entretient à cette époque des relations très entretenues, très étendues dans la colonie et qu'il jouit d'une grande renommée à l'intérieur par ses alliances et en relations très suivies avec les principaux chefs et personnalités du pays. Il a aussi une grande ouverture d'esprit, autre atout non négligeable de Cheikh Ibra Fall dans ses relations avec les autorités coloniales et politiques du Sénégal, c'est l'appréciation judicieuse qu'il eut de l'importance de la communication et de l'enjeu stratégique de la langue officielle, en l'occurrence le français. C'est ainsi que pour faciliter la communication avec ses interlocuteurs de l'administration coloniale et des acteurs politiques, il s'entoure de 3 secrétaires et interprètes en français. Ça, c'est ce qu'on a comme information. La problématique en fait de l'interprétation, c'est que on pouvait craindre en fait des déformations. Wallahu a'lam. Inch'Allah ta'ala, on va pouvoir commencer la dernière grande question que l'on a plusieurs fois évoquée depuis le début de cette lecture, c'est Cheikh Ibra en tant qu'acteur économique. Et comment Cheikh Ibra va développer le modèle mouride économique que l'on connaît aujourd'hui. Il n'est pas le seul, évidemment, mais il est un des acteurs majeurs et l'un des instigateurs d'un dynamisme qui fait école. Vous avez déjà bien compris que il mettait en place une expansion mouride en zone rurale, en zone urbaine. Et ben en fait, ces 2 éléments-là vont être le socle sur lequel le développement économique de la Mouridia va se mettre en place. Et comme je dis, qui va faire école. Jusqu'à présent, en fait, ce modèle-là est toujours actif. On abordera 2-3 questions, justement, sur la situation actuelle et son évolution positive et peut-être même des sortes de tremplins négatifs. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوه وخيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.